Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection. Cet ouvrage est le 34e de la 1. Serge Dufoulon et Maria Rostekova dire Migration, mobilité, frontières et voisinage. 2. Gilles Rouet dire Citoyenneté et nationalité en Europe. Articulation et pratique. 3. Gilles Rouet dire Nation, culture et entreprise en Europe. 4. Elena Balintova et Janka Palkova dire Production et perception des créations culturelles. 5. Ivailo Ditchev et Gilles Rouet dire La photographie, mythe global et usage local. 6. Gilles Rouet dire Usage de l'Internet. Éducation et culture. 7. Dominique Berthet Pratiques artistiques contemporaines en Martinique. Esthétique de la rencontre 1. 8. Gilles Rouet dire Usage politique des nouveaux médias. 9. Anthony Galaboff et Jamil Saya dire Participation et citoyenneté depuis le printemps arabe. 10. Serge Dufoulon dire Internet ou la boîte à usage. 11. François Soulage dire Géoartistique et géopolitique frontières. 12. Serge Dufoulon et Gilles Rouet dire Europe partagée, Europe des partages. 13. Isabelle Moindreau et Sankyo Shin dire Transhumanité. 14. Gilles Rouet et François Soulage dire Frontières accent aigu au culturel et géopolitique. 15. Anna Krasteva dire citoyenneté. 16. Martin Clus et Gilles Rouet dire Médias et sociétés interculturelles. 17. Gilles Rouet dire Quelles frontières pour quels usages? 18. Gilles Rouet dire Mobilisation citoyenne dans l'espace public. 19. Marc Vera dire Art et espace public. 20. Radovan Goura et Natasha Stichinska dire Identité et espace public européen. 21. Serge Dufoulon et Jacques Lolive dire Esthétique des espaces publics. 22. Thierry Combe et Gilles Rouet dire Esthétique de la ville. Équipement et usage. 23. Letsudre et Mathieu Gentil dire Le sport. Diffusion globale et pratique locale. 24. François Soulage dire Biennale d'art contemporain et frontières. 25. Anna Krasteva et Despina Vassilkiou dire Migration en blanc. Médecin d'Est en Ouest. 26. Imad Saleh, Nasreddine Bouayi et Sperluet Hakim-Achour dire Les frontières du numérique. 27. Éric Bonnet dire Frontières et Sperluet œuvre, corps et territoire. 28. Maria Rostekova et Peter Terem dire Politique et coopération dans l'espace euro-méditerranéen. 29. Radovan Goura et Gilles Rouet dire Intégration et voisinage européen. 30. François Daymon, l'art contemporain au Vietnam. 31. François Soulage dire Mondialisation et frontières. Art, culture et politique. 32. Éric Bonnet et François Soulage dire Lieu et monde. Art, culture et politique. 33. Éric Bonnet et François Soulage dire Frontières et artistes. Comité scientifique international de lecture. Argentine, Silvia Solas, Univ de la Plata, Belgique, Claude Javot, Univ. Libre de Bruxelles, Brésil, Alberto Olivieri, Univ. Fédéral de Bahia, Salvador, Bulgarie, Ivailo Ditchev, Univ de Sofia Saint-Clément d'Oride, Chili, Rodrigo Zuniga, Univ du Chili, Santiago, Corée du Sud, Jinan Seo Daeguar University, Séoul, Espagne, Pilar Garcia, Univ de Séville, France, Gilles Rouet, Univ de Reims, Univ. Matej Bell, Banska Bystrica et François Soulage, Univ. Paris 8, Géorgie, Marine Vekwa, Univ de Tbilissi, Grèce, Panayotis Papadimitropulos, Univ. Ioannina, Japon, Kenji Kitamaya, Univ. Seiro, Tokyo, Hongrie, Aniko Adam, Univ. Catholique Pasmani Pété Budapest, Russie, Tamara Gela, Univ. Dorel, Slovaquie, Radovan Goura, Univ. Matej Bell, Banska Bystrica, Taïwan, Stéphanie Tsai, Univ. Centrale de Taïwan, Taipei. Volume. Ce volume réunit plusieurs contributions au colloque organisé à l'Institut français de Bulgarie, à Sofia, le 27 mars 2014.
Recension du volume, Serge Dufoulon et Radovan Goura. Rédacteurs scientifiques, Anne-Coralie Bonner et Christophe Lips. Volume publié avec le concours du laboratoire de recherche sur les politiques publiques de la nouvelle université bulgare, de l'Association bulgare des anciens élèves de l'École nationale de l'administration, du réseau Europa, entretien universitaire régulier pour l'administration en Europe, du laboratoire de recherche en management LAREQUOI de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, de la chaire Jean Monnet ad personam, Identité et culture en Europe, et grâce au soutien de l'Institut français de Bulgarie. Partenaire de la collection Retina International. Recherches esthétiques et théorétiques sur les images nouvelles et anciennes. ECAC, Europe contemporaine et art contemporain, Paris 8. Laboratoire de recherche en management, LAREQOI. Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. IEEI. Institut d'études européennes et internationales, Reims et faculté de sciences politiques et des relations internationales, Banska Bystrica. Avant-propos. SEM Xavier Lapère de Cabane. Ambassadeur de France en Bulgarie. Marie-Lise Lebranchu déclarait voici quelques mois que « le service public est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas ». Cette phrase exprime bien nos rapports collectifs au sein de nos sociétés. Chacun doit avoir la possibilité de s'accomplir et de s'épanouir, et nous avons en même temps des devoirs de solidarité et de bienveillance. Alors nous tenons à nos services publics, aux services collectifs, qu'ils soient organisés et gérés par des administrations, des entreprises privées ou tout autre type d'organisme. Notre contexte est celui de la digestion de la fin des États-providence d'une part, et de l'intégration européenne d'autre part. Mais les services publics sont justement au plus proche du public, de chacun, et leur intégration dans une logique européenne ne va pas de soi. L'Union européenne ne me semble pas devoir formaliser ou organiser, au niveau local de l'école maternelle ou de la santé publique, de manière uniforme ou formatée, des services qui correspondraient à des mêmes besoins, de la Finlande au Portugal et de l'Irlande à la Bulgarie. Il est inutile et malsain d'entretenir de telles illusions. La Commission européenne n'a d'ailleurs jamais tenté d'imposer un tel modèle. La situation est évidemment difficile. Dans tous les pays membres de l'Union européenne, nous avons tous des choix budgétaires à faire, des services à réorganiser, à réformer. La contrainte budgétaire nous y oblige, ce qui est évidemment une entrée négative pour l'usager, pour le citoyen. Pour autant, nous devons travailler ensemble sur une autre sorte de formalisation, celle des droits et des devoirs des citoyens nationaux et européens. Pour les services publics comme pour d'autres aspects de la vie publique, les citoyens doivent et veulent être davantage impliqués dans les décisions et proposer eux-mêmes des solutions. Les experts ne se trouvent pas que dans les administrations. Il ne s'agit pas seulement de tenter d'augmenter la sécurité juridique des décisions prises avec une participation renouvelée, ou l'efficacité des services et entreprises publiques, par rapport à la demande et à l'engagement possible des citoyens usagers. Il s'agit aussi de renforcer la légitimité politique de l'action publique en tant que telle. La question des services publics, du rôle de l'Union européenne et de l'implication des citoyens est centrale pour l'évolution même de la démocratie représentative. Pour que les services publics puissent fonctionner, il faut que chacun puisse compter sur chacun et surtout, réaliser l'équilibre entre les droits et les devoirs au niveau local, national et européen. Préface. Une nouvelle gouvernance des services publics en Europe. Pierre Bobby. En Europe, chaque pays a défini ses services publics dans sa construction nationale à long terme en fonction de son histoire, de ses traditions, de ses institutions, des mouvements sociaux qui l'ont marqué. Service public, service d'intérêt général, de quoi parle-t-on ? Toute une série de diversités existe ainsi en Europe. Les échelons territoriaux compétents ne sont pas les mêmes selon les secteurs, entre le local, le régional et le national. Les activités concernées peuvent avoir un caractère marchand ou pas. Les modes d'organisation peuvent relever de différents types d'acteurs, publics, mixtes, privés ou associatifs. Les doctrines sont plus ou moins formalisées. De plus,
Les termes et concepts utilisés, qui reflètent des construits historiques, des cultures nationales et des conceptions politico-idéologiques, sont différents et n'ont pas nécessairement leur équivalence. Le terme anglais de public service n'a pas le même contenu ni le même champ que service public en français. En allemand, l'expression considérée comme proche, Daseinsvorsorge, n'a ni le même sens ni le même contenu conceptuel. Dans d'autres langues, il n'existe pas d'équivalent univoque. Si la construction européenne a été amenée à inventer des termes comme « service d'intérêt général » (SIG), « service d'intérêt économique général » (SIG), « service non économique d'intérêt général » (SNEIG), « services sociaux d'intérêt général » (SSIG), c'est pour arriver progressivement à parler un langage commun préalable pour construire une conception communautaire. L'expression SIG date d'ailleurs du traité de Rome de 1957. Il n'existe pas aujourd'hui de définition stabilisée, mais on convient que les services d'intérêt général recouvrent les services économiques et non économiques, que les autorités publiques considèrent comme étant d'intérêt général et soumettent à des obligations spécifiques de service public, et que les services d'intérêt économique général se réfèrent aux seuls services de nature économique. Apparaît ainsi clairement que cette expression rend compte de la seule conception commune aux pays européens, la conception fonctionnelle, qui met l'accent sur les objectifs, missions et finalités, l'intérêt général, et non sur la conception organique et sur le mode de propriété des acteurs. Au sein même des diversités existant en Europe, l'analyse montre une profonde unité. Dans tous les pays européens, les autorités publiques locales, régionales ou nationales ont été amenées à considérer que certaines activités ne pouvaient pas relever du seul droit commun de la concurrence et des seules règles du marché, mais de formes spécifiques d'organisation et de régulation, dans 3 objectifs qui fondent le trépied de légitimité des SIG. Garantir le droit de chaque habitant d'accéder à des biens ou services fondamentaux. Droit à l'éducation, à la santé, à la sécurité, au transport, aux communications, etc. Mettre en œuvre des solidarités. Assurer la cohésion économique, sociale et territoriale. Développer le lien social. Promouvoir l'intérêt général de la collectivité concernée. Prendre en compte le long terme et les intérêts des générations futures. Créer les conditions d'un développement durable à la fois économique, social et environnemental. Ces finalités et objectifs d'intérêt général sont au cœur du système de valeurs qui caractérise tous les États européens et sont une valeur commune de l'Union européenne. Les services publics, ou leur équivalent, représente un élément clé du modèle social européen caractérisé par les interactions et l'intégration du progrès économique et du progrès social, qui en font une économie sociale de marché. L'européanisation des SIG. Si les 30 premières années de l'intégration européenne, de 1957 à 1986, ont été marquées par un consensus autour de la compétence de chaque État membre à définir, organiser et financer ses services publics, en fonction de son histoire et de ses traditions nationales, L'acte unique de 1986 a engagé les institutions européennes à assurer la libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux, mais sans définir en même temps des objectifs positifs en matière de services publics. Dès lors qu'il s'est agi d'éliminer les obstacles aux échanges et de faciliter la libre circulation, les services publics de réseau, communication, transport, énergie, appelés services d'intérêt économique général, SIG, sont devenus un élément clé du processus d'européanisation. La mise en œuvre des 4 grandes libertés de circulation, des personnes, des biens, des services et des capitaux, européenne a conduit à mettre en cause les formes nationales d'organisation et de régulation des services publics qu'avait définies dans l'histoire chacun des États membres de l'Union européenne, en développant des stratégies de libéralisation fondées sur Introduction de la concurrence et les logiques du marché, sans définir en même temps des objectifs et normes communautaires, qui auraient pu déboucher sur des solidarités européennes. Mais on a bien vite constaté que la logique de libéralisation est porteuse dans les secteurs de réseau, d'une série de polarisations mettant en cause des objectifs de service public. Polarisation économique, du fait de concentration rapide, débouchant souvent sur une concurrence oligopolistique entre quelques grands groupes qui structurent les marchés et peuvent abuser de leur position dominante. Polarisation sociale,
les gros consommateurs qui disposent d'un pouvoir de marché et la clientèle solvable étant favorisée par rapport aux petits consommateurs, ce qui met en cause l'égalité de traitement, les possibilités de péréquation des tarifs. Polarisation territoriale, en faveur des zones denses au détriment des habitats isolés, avec accentuation des inégalités. Polarisation temporelle, survalorisant le court terme, pour lequel le marché donne de précieuses indications, au détriment du long terme, pour lequel le marché est myope, ce qui favorise les investissements les moins coûteux en capital au détriment d'une politique d'avenir et finalement de la recherche du moindre coût pour l'utilisateur. Polarisation financière, chaque concurrent cherchant à externaliser les effets de ses activités en matière environnementale et à pratiquer des formes de dumping social. Dans ces conditions, à part quelques groupes de pression proposant de rendre les services publics au marché, ne les faisant plus relever que du droit commun de la concurrence, les règles européennes, résultantes de débats contradictoires, d'initiatives d'acteurs, de mouvements sociaux, consisteront à mettre en œuvre une libéralisation maîtrisée, organisée, régulée. On verra apparaître le concept de service universel, dans les télécommunications et à la poste, puis pour l'électricité, garantissant certains services essentiels à tous les citoyens et résidents. Des obligations de service public seront définies dans l'énergie et les transports. La jurisprudence de la Cour de justice reconnaîtra que les services d'intérêt économique général peuvent relever d'autres objectifs, missions et formes d'organisation que les lois générales de la concurrence. Le traité d'Amsterdam de juin 1997 comportera un nouvel article 16 qui reconnaît les SIG comme composantes de valeurs communes, souligne leur rôle dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale, et demande à l'Union et aux États de veiller à ce qu'ils puissent accomplir leur mission, article sans réel effet à l'époque. Le Conseil européen de Nice de décembre 2000 proclamera la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont l'article 36 qui demande à l'Union européenne de reconnaître et respecter l'accès aux services d'intérêt économique général, tel qu'il est prévu par les législations et pratiques nationales. Le traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, comporte des innovations majeures par rapport à la situation actuelle, avec l'article 14 du TFUE, la valeur juridique de la Charte des droits fondamentaux et un protocole annexé aux deux traités, dispositions qui se complètent et représentent des points d'appui nouveaux pour lever les incertitudes, garantir les services d'intérêt général, leurs objectifs et la diversité de leurs formes d'organisation. L'acquis européen avec le traité de Lisbonne. Aujourd'hui existe ce que l'on peut qualifier d'acquis européen, que l'on peut ainsi résumer. 1. Les États membres, les autorités nationales, régionales et locales, ont la compétence générale pour définir, fournir, faire exécuter et organiser les SIG, ainsi que de financer les SIG. 2. Les institutions européennes ont la même compétence pour des services européens qui s'avèrent nécessaires à l'accomplissement des objectifs de l'UE. 3. Pour les services non économiques, les règles du marché intérieur et de la concurrence ne s'appliquent pas. Ils ne relèvent que des seuls principes généreux de l'UE, transparence, non-discrimination, égalité de traitement, proportionnalité. 4. Pour les services d'intérêt économique général, les autorités publiques doivent clairement définir leur mission particulière, principe de transparence. 5. Sur cette base, elles peuvent définir les moyens adaptés au bon accomplissement de la mission particulière, principe de proportionnalité, y compris s'il s'avère nécessaire et proportionné, des aides et subventions, des droits exclusifs ou spéciaux. 6. Les États membres ont le libre choix des modes de gestion. Interne, in-house, délégué, etc. 7. Ces définitions doivent clairement établir des normes de qualité, de sécurité et quant au caractère abordable, l'égalité de traitement et la promotion de l'accès universel et des droits des utilisateurs, confèrent ci-dessous des valeurs communes. 8. Les règles de concurrence et de marché intérieur ne s'appliquent que si elles ne font pas obstacle, en droit ou en fait, à l'accomplissement de leur mission particulière. Le développement des échanges ne doit cependant pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'UE. 9. Les États membres ont la liberté de choix du type de propriété des entreprises, principe de neutralité. 10. Dans tous les cas, il peut exister des abus relevant d'une erreur manifeste, que la Commission peut soulever sous le contrôle de la CJUE. Des valeurs communes. Tension,
le carré magique du service public. Pour autant, cet acquis ne peut être considéré comme stabilisé. Les services publics ou d'intérêt général sont au centre de tensions multiples et complexes entre l'achèvement d'un marché intérieur européen souvent idéalisé, tant les services publics sont ancrés dans des territoires précis, avec des objectifs spécifiques. Les obligations de service public, qui concrétisent de manière générale et pour chaque secteur précis les missions particulières que les autorités publiques définissent pour mettre en œuvre les objectifs d'intérêt général qu'elles portent. Le principe de subsidiarité est donc les partages de compétences entre les échelons européens, nationaux, régionaux et locaux, afin de répondre le plus finement possible aux situations et aux besoins, tout en contribuant aux solidarités nationales et européennes. L'objectif de cohésion économique, sociale et territoriale, qui est celui de l'Union européenne, comme le précise en particulier l'article 174 du traité de fonctionnement de l'UE. Ces tensions, que je propose de refléter dans un carré magique, ci-dessus, marquent et marqueront le devenir des services publics dans l'Union européenne, tant celle-ci est indissociablement unité et diversité. La gouvernance des services publics. Sur la base du rapport entre unité et diversité, la gouvernance des services publics implique dès lors de combiner l'organisation de l'expression démocratique des besoins de manière systématique et régulière par des processus de démocratie participative et ou directe, permettant pour chaque domaine d'organisation de la vie collective de définir les objectifs de l'action publique par un processus participatif du bas vers le haut, par une démarche bottom-up. Pour chaque domaine d'action publique, la définition du territoire le plus pertinent responsable du pilotage du processus de gouvernance, définition et action, et sur cette base, la désignation de l'autorité organisatrice. Selon les enjeux et leur complexité, l'autorité organisatrice pourra être une municipalité, voire un quartier de celle-ci, l'intercommunalité, l'agglomération ou la métropole, le département ou la région, l'État central ou l'Union européenne. La désignation d'une autorité organisatrice, ce qui n'implique pas l'attribution de compétences exclusives ni de relations hiérarchiques. La gouvernance suppose l'organisation de la coopération et du partenariat entre chaque autorité organisatrice et tous les autres niveaux et acteurs concernés. La désignation de l'autorité organisatrice n'implique pas davantage la concentration à son niveau de tous les moyens d'action, mais au contraire la mise en œuvre de l'action publique aussi près que possible des citoyens utilisateurs selon le principe de proximité. Parmi les responsabilités de l'autorité organisatrice figure l'organisation de la régulation et du contrôle de l'action publique, là encore avec la participation de tous les acteurs et parties prenantes, afin d'assurer la prise en compte de toutes leurs aspirations et attentes et de rendre des comptes aux citoyens dans l'esprit de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le développement de processus d'évaluation multicritères et multi-acteurs, car l'évaluation de l'action publique repose sur une série de facteurs qu'il s'agit de combiner, les coûts comme la qualité et la sécurité, le caractère abordable comme toutes les formes d'accessibilité, etc. L'adaptation à l'évolution des besoins, des préférences et des choix démocratiques des citoyens utilisateurs, car l'action publique est par essence évolutive dans le temps et dans l'espace. Ce processus n'a pas de fin, il ne peut qu'être circulaire et continu. Référence. Bobby P. 2012, Repenser l'action publique à l'aune de l'Union européenne, Inbanse, P. Dire. L'action publique dans la crise vers un renouveau en France et en Europe, PURH. Bobby P. 2011, L'européanisation des services publics, Paris, Presse de Sciences Po. Bobby P. 2011, Service public, Paris, La documentation française. Bobby P. Esperluette Castex, F. 2014, Relégitimer l'action publique en Europe, Paris, Fondation Jean Jaurès. Bobby P. Esperluette Castex, F. 2010, L'Europe, une nouvelle chance pour le service public, Paris, Fondation Jean Jaurès. Bobby P. Esperluette Simili, Monsieur 2014, Europe, in UCLG, ed. Basic Service for All in an Urbanizing World, Routledge. Bobby P. Esperluette Simili, Monsieur, 2010, La fourniture de services publics de haute qualité en Europe sur la base des valeurs du protocole 26 du traité de Lisbonne, décembre 2012, saisie, Bruxelles sur www.actionpublique.eu,
27-2014. Bobby P. Esperluette Simili Monsieur 2010, Mapping of the Public Service in the European Union at the 27 Member States, CEEP, Bruxelles sur www.actionpublique.eu, 27-2014. Bobby P. H. Esperluette de Toledo, à dire, 2007, les services publics en Europe pour une régulation démocratique Paris Publisud. Bobby P. Savary G. Esperluette Soulage B. 2003, vers un nouvel équilibre entre besoins et marché Paris, note de la Fondation Jean Jaurès. Bobby P. 1998, reconstruire l'action publique Paris Syros. Bobby P. 1997, le service public Paris Flammarion. Bobby P. 1991, l'État stratège Paris Édition ouvrière. Cahier français 2007, les services publics numéro 339 juillet-août. CEEP Centre européen des entreprises à participation publique, 2010, Mapping of the Public Service in the European Union and the 27 Member States Bobby P. Esperluette Simili, Monsieur, dire, Bruxelles. CEEP 1995 Europe Concurrence et Services Publics, Paris Masson Armand Collin. CEEP CIRIEC, 2000, les services d'intérêt économique général en Europe. Régulation, financement, évaluation, bonne pratique. Chevalier J. 1994, le service public Paris PUF. CIRIEC International, 2004, la contribution des services d'intérêt général à la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union européenne, rapport pour la Commission européenne. Commission européenne, 2007, les services d'intérêt général, y compris les services sociaux d'intérêt général, un nouvel engagement européen comme 2007-725. Commission européenne, 2004, livre blanc sur les services d'intérêt général. Commission européenne, 2003, livre vert sur les services d'intérêt général. Kibetale L, Lasser R. Esperluette Potra Monsieur H. Dir, 2007, modernisation des services publics et management social en France et en Allemagne, Paris, Sirac. Mangenot Monsieur Dir, 2005, administration publique et services d'intérêt général, quelle européanisation, Paris, IEAP. Kermon, JL 2010, l'Union européenne dans le temps long, Paris, presse de Sciences Po. Kermon, JL 2007, bientôt privé de services publics? Regard croisé sur l'économie, septembre, numéro 2. Rouban L. Dir, 2000, le service public en devenir, Paris l'Harmattan. Savary G. 2005, l'Europe va-t-elle démanteler les services publics, Paris l'Aube. Valin S. 2007, service public un défi pour l'Europe, approche nationale et enjeux communautaires, postface de P. Bobby, Paris, édition Charles-Léopold Mayer. Warin P. Dir, 1997, quelle modernisation des services publics? Les usagers au cœur des réformes, Paris, la découverte. Pierre Bobby est membre du conseil scientifique d'Europa. Chercheur et enseignant en sciences politiques, Sciences Po. Paris, Université Paris 8. Il est spécialiste des services publics, services d'intérêt général et de l'action publique. Il est membre du conseil scientifique d'Europa, expert auprès de l'intergroupe Services publics du Parlement européen, auprès du Comité économique et social européen, CESE, sur les services d'intérêt général et participe aux travaux de plusieurs réseaux européens. Ces travaux récents portent en particulier sur l'européanisation des services publics et sur les enjeux de régulation. Il est l'auteur de nombreux ouvrages et chapitres d'ouvrages sur cette thématique. Clé pour une modernisation à long terme de l'État bulgare. Raina Karcheva. Résumé. Il est difficile d'introduire les principes et les pratiques du NPM au sein d'une société qui n'a pas encore engagé de réflexion stratégique sur la mission, et alors que les fonctions de l'État semblent privées d'assises authentiques. Plusieurs exemples en apportent des preuves. Au début des années 1990, la société bulgare fait face à des changements idéologiques et structurels d'ordre vital, acceptés à l'unanimité. Les acteurs clés de l'époque ignorent les impératifs de la modernisation de l'État et espèrent savoir gérer le passé bureaucratique pour apprivoiser le pouvoir de l'État totalitaire et humaniser les rapports sociaux. Les échecs se succèdent. Je suis convaincu que ce débat fondé sur des coordonnées consensuelles devrait avoir lieu pour réussir des approches plutôt holistes, d'inspiration créatrice, que partielles et partiales.
Plusieurs options sont à envisager pour garantir le respect de l'intérêt public et le développement durable des instruments de gestion stratégique. Mots-clés. Cadre stratégique de la réforme de l'État, approche globale versus approche partielle, intérêt public, service public. You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete. Richard Buckminster Bucky Fuller, 1895 à 1983. On ne change pas la société par décret. Michel Crozier, 1979. Engager notre réflexion essentielle du management public portant sur l'efficacité et l'efficience des entreprises et services publics et sur leur qualité, au sein d'une société toujours bloquée dans un carcan administratif rigide et stérile, profondément marqué par l'autoritarisme idéologique, est un processus qui semble privé d'assises authentiques et plusieurs cas en apportent des preuves. Les nouvelles équipes politiques, engagées dans la gestion des mutations démocratiques en Bulgarie, début 1990, croyaient que les faillites éclatantes des doctrines communistes impliqueraient nécessairement la réussite d'une doctrine démocratique libérale. Les gouvernants de l'époque ont décidé d'accélérer les processus en renversant les structures en place. Détruire donnait très rapidement l'impression d'agir, construire exigeait du temps et un immense travail d'analyse et de programmation. En réalité, il était impossible de changer la société sans changer le rôle de l'État et de ses principaux agents. Repenser l'État, redéfinir les missions de l'administration, garantir sa neutralité politique, s'avérait un exercice long et douloureux qui, étrangement, n'était pas intégré à l'agenda politique des élites en herbe. Dans ce contexte, essayer d'introduire les principes et les pratiques du NPM, New Public Management, apparaît comme une mission impossible. Entreprendre des modernisations sans avoir engagé la réflexion stratégique sur la mission et les fonctions de l'État, sans avoir diagnostiqué les modes d'exercice de l'autorité publique, sans avoir réussi des démarches de réforme administrative est un processus voué à l'échec. Absorber la modernité exige des capacités intellectuelles, organisationnelles et managériales qui n'étaient qu'en état de gestation. Au début des années 1990, la société bulgare fait face à des changements idéologiques et structurels d'ordre vital, acceptés unanimement. Dans le cadre d'une conférence sur Tocqueville et les paradoxes de la démocratie, octobre 1992, Sofia, François Furet déclarait que les deux tragédies du XXe siècle, nazisme et communisme, sont derrière nous. Nous pourrions les considérer comme une grande parenthèse dans le mouvement vers la démocratie, qui vient de se fermer fin 1989. La parenthèse s'était-elle vraiment fermée fin 1989 ? Et était-ce vraiment une parenthèse ? François Frison-Roche, connaisseur des débuts de la démocratisation de la société bulgare, décrit les intentions et les intérêts des acteurs de la transition. Pour les gouvernants en place, les ex-communistes, il s'agit de ne pas perdre le pouvoir, et dans les pires des cas de ne pas perdre tous les pouvoirs. Pour les opposants, il ne s'agit pas tant de conquérir le pouvoir, mais d'acquérir l'assurance que la parcelle de pouvoir qui pourra leur échoir ne puisse leur être ravie afin d'assurer coûte que coûte la survie de la dynamique qui se met en place. 2005 page 450. Quant aux moyens d'aboutir à ces objectifs, les participants des deux bords affichaient des attitudes moyennement déterminées. Avec le recul du temps, il est aisé de constater que les acteurs politiques clés de l'époque ignoraient les impératifs de la modernisation de l'État et espéraient savoir gérer le passé bureaucratique pour mieux apprivoiser le pouvoir de l'État totalitaire et humaniser les rapports sociaux. Les échecs successifs. Un grand débat stratégique sur la réforme de l'État, fondé sur une grille d'analyse consensuelle, aurait dû avoir lieu pour réussir des démarches holistiques d'inspiration plutôt créatrices que partielles et partiales. Plusieurs options pouvaient être envisagées pour garantir le respect de l'intérêt public et le développement durable des instruments de gestion stratégique, Strategic Management Tools, mais les décisions adéquates ont tardé. Il s'agissait d'un long voyage et les héros étaient déjà fatigués. La réforme de l'État n'était pas une destination. Pour arriver à bon port, il fallait comprendre pour faire changer. Encouragé et supporté par des partenaires internationaux, des analystes avaient identifié quelques grandes caractéristiques négatives de l'héritage administratif. Un système extrêmement centralisé,
soumis au pouvoir absolu au sommet de la pyramide, le PC bulgare, protégeant par l'intermédiaire d'un écran solide ceux qui avaient le droit de prendre des décisions de ceux qui seraient affectés par ces décisions. Une forte stratification, suivant certainement des lignes fonctionnelles, mais qui obéissait surtout à des raisons hiérarchiques, des passages d'un niveau à l'autre qui s'avéraient extrêmement difficiles et de mauvaise communication entre les différents agents. Un profond mépris de la part de la nomenclatura vis-à-vis des vertus du système administratif, dont ils étaient les leaders et les garants. Un premier pas, identifier et dénoncer les méfaits de l'ancien régime ayant été accomplis, il fallait prévoir et engager des actions adéquates. Il fallait inscrire la modernisation de l'héritage administratif communiste dans le processus de normalisation européenne du pays. La condition sine qua non d'un remaniement en profondeur de l'État. Plusieurs occasions d'engager cette réforme de longue haleine ont été ratées. Une brève chronologie de ces maladresses stratégiques contribuerait sûrement à une meilleure compréhension des contraintes, aussi bien internes qu'externes, à une meilleure identification des ambiguïtés institutionnelles qui n'ont pas trouvé encore leur point d'achèvement. La table ronde, du 3 janvier au 15 mai 1990, qui aurait dû analyser les héritages totalitaires et retracer la voie vers la démocratisation et la libéralisation de l'État, n'hésite pas à mentionner l'urgence de dépolitiser l'administration. L'article 1 de la Constitution du 18 mai 1971 est aboli, sans pour autant se livrer à un raisonnement stratégique de la réforme de l'État. On ignorait à l'époque la grande hostilité et la grande capacité de nuisance des corps constitués. La rédaction d'une nouvelle constitution, votée le 12 juillet 1991 par la Grande Assemblée constituante, n'arrive pas à négocier et déterminer les paramètres de l'intérêt général et le rôle de l'État quant à sa gestion. Une brève analyse syntaxique fait apparaître un fait curieux. L'État reste le sujet préféré dans le texte constitutionnel. Uniquement dans le premier chapitre, sur 24 articles, 7 ont accepté l'État comme sujet, tandis que dans des cas identiques, la Constitution française de 1958 a préféré le président de la République. Responsabilité anonyme versus responsabilité personnalisée. L'agenda européen de la Bulgarie. L'accord d'association EU-Bulgarie est signé le 8 mai 1993 avant d'entrer en vigueur le 1er février 1995. Ainsi le juridique commence à dominer le politique, dans le cadre des réformes entreprises par le pays. L'acquis communautaire dans le domaine administratif n'existe pas. Les réformes de l'État sont de compétence nationale et n'engagent pas une réflexion européenne sur la gestion de l'héritage totalitaire. Nos partenaires européens ne sont pas encore conscients des difficultés fondamentales devant les réformes administratives. Les critères d'adhésion, critères de Copenhague, confèrent annexe, ignorent le fonctionnement des administrations nationales. La candidature de la Bulgarie à l'UE est déposée officiellement le 14 décembre 1995. La capacité administrative d'absorption accuse certains déficits qui devraient être comblés. L'OCDE engage une action pour établir des standards de bonnes pratiques administratives, mais la Bulgarie n'y pense pas encore. En revanche, le Conseil européen de Madrid, en décembre 1995, adopte un nouveau critère d'adhésion. Les pays adhérents doivent renforcer leur capacité administrative. Et le Conseil européen de Ferat, en juin 2000, déclare que l'incorporation et l'application effective de la législation communautaire déterminent la vitesse de la négociation. Dans ce contexte, la Bulgarie se voit obligée de garantir le succès du processus d'adhésion en transmettant l'acquis communautaire dans la législation nationale et de l'appliquer à travers des techniques administratives adéquates. La contrainte externe européenne se transforme en défi politique interne. Les négociations de la Bulgarie avec l'Union européenne sont ouvertes le 14 février 2000. Les structures administratives bulgares s'engagent à faire l'inventaire en détail de l'état actuel de l'administration nationale et de ses fonctions pour mieux concevoir de nouvelles structures, souvent indépendantes de la hiérarchie ministérielle, au service du secteur public dans des domaines ignorés jusqu'alors, la protection de l'enfant, la concurrence, le conflit des intérêts, la protection des consommateurs, etc. Un travail de longue haleine qui se voit piégé souvent par des déficits d'expertise administrative.
Le traité d'adhésion de la Bulgarie à l'UE est signé le 25 avril 2005 et entre en vigueur le 1er janvier 2007. Les efforts d'association devraient mener vers l'intégration. En 1995, nos partenaires, l'Union européenne et l'OCDE, programme Sigma, dressent une liste des séquelles administratives de l'Ancien Régime, NISPAC 2005. Manque de concepts relatifs aux tâches de l'État dans le processus de transformation économique et sociale. Conservation d'éléments de l'ancien système même si les fonctions sont transférées. Structures administratives conservées. Systèmes administratifs manquant de transparence et de cohérence. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.